Écoutez, je trouve ça honteux, le torrent de boue qui s'abat sur Benjamin Griveaux, alors qu'il est des nôtres, c'est un geek, il voulait tout simplement se déguiser en Mjolnir, et jusqu'à preuve du contraire, il faut un manche au marteau de Thor. Nous n'en sommes pas dignes, je crois. Ici, votre fidèle commis des comics, fraîchement débarqué de Saint-Genis-Pouilly. C'était une dinguerie, je vous en reparle un petit peu plus tard. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 232e JT Comics. Et sans plus attendre, eh bien, on passe aux news de la semaine. Sud par sud-ouest. Je vous offre un voyage d'une valeur de 1000 € directement pour Austin au Texas, et sans vous mendier des pouces bleus, sans vous mendier des partages de posts, de tweets, voire même de campagnes, non, tout simplement en vous dévoilant le contenu en avant-première de la conférence que donneront, on va dire, les deux rédac-chefs de chez Marvel, Joe Quesada et Sibi Cebulski, dans le cadre du festival South by Southwest, qui devient un rendez-vous récurrent pour la Maison des Idées. Ça fait déjà la deuxième année qu'ils y vont, et ça s'intitulera l'histoire orale des X-Men. Et attention, spoiler, pour Charles Xavier, ça fait assis, debout, mort, vivant, assis, debout. Ne me remerciez pas surtout. Évidemment, ça sera l'occasion de faire la promotion des X-Men de Jonathan Hickman, qui cartonne en retraçant l'histoire des mutants depuis les comics jusque dans les films, en passant par la série animée du transmédia. Là où je peux pas vous aider, où il va bien falloir débourser 1000 balles pour aller au South by Southwest, c'est pour y voir l'une des 3 avant-premières du film coécrit par Alan Moore et Mitch Jenkins. Ça s'appelle The Show, c'est en gestation depuis environ 10 ans. C'est parti d'un petit clip burlesque, et puis c'est devenu une série de 5 courts-métrages financés grâce à une campagne participative, et puis ensuite il y a même eu un spin-off, et là voilà, 115 minutes d'un film abouti qui seront diffusés donc en avant-première au festival. Attention, ça ne se déroule pas à Northampton mais à Nighthampton. En gros, c'est Northampton mais de nuit, on se refait pas quand on est à la Attends, j'espère qu'on aura aussi l'occasion de le voir en France. Batman, ça continue. La news comics de la semaine, c'est clairement le retour de Paul Dini pour de nouvelles aventures de Batman dans l'univers de la série animée, mais sur papier cette fois. Vous le savez, un petit peu comme un adolescent en pleine crise hormonale, l'industrie du comic book, c'est une formidable machine à digérer et à se reproduire, et avec Ty Templeton et Alan Burnett, on va avoir droit à une nouvelle mini-série dans l'univers de la série animée qui s'intitule Batman The Adventures Continue. Et les créateurs s'apprêtent à élargir l'horizon de l'une des meilleures versions jamais proposées du Chevalier Noir, celle donc de la série animée. On nous promet que cette fois on aura droit à Jason Todd, qui avait été ignoré dans la série animée, et ils nous promettent aussi d'inclure des personnages qui étaient populaires dans les comics du milieu des années 90, donc à l'époque où la série passait, mais qui n'ont jamais été inclus à l'intérieur, un petit peu comme Azrael et Deathstroke. Et on nous dit aussi qu'il y aura un personnage mystérieux qui va se dévoiler et qui aura plutôt bien étudié toute la Bat Family. Ça fait presque un petit peu trop de promesses pour une mini-série en 6 épisodes seulement. Il faut que ça soit une ongoing, allez, d'ici un petit peu de cran. En attendant, ma demi-molle est totale, et on est beaucoup à être friand de cet univers qui nous est sans cesse reproposé, soit via des remasterisations Blu-ray, soit via toute une gamme de produits dérivés ou même de comics qui étaient déjà tirés de ces aventures-là. Et on a par exemple très récemment même des créateurs qui s'amusent à revisiter les personnages créés tout récemment en les adaptant avec le design de la série de Paul Dini et de Bruce Timm. Un petit peu comme ce Batman qui rit d'ailleurs parce qu'il sait que certains vont se larguer de 26 $ pour l'acheter. Bat costume. Batman, c'est quand même fou, sa polémique quand DC le déshabille façon Benjamin Grivois, et sa polémique aussi quand la Warner le rhabille, même si on voit pas tout. Du cuir, du métal, une ambiance un petit peu néon rouge, tamisée, feutrée. Non, la fistinière n'a pas réouvert, mais Matt Reeves a posté les premiers tests caméra d'une partie du costume du prochain Batman sur une musique de Michael Giacchino qui est somptueuse. Et même si la mise au point, la lumière, l'ambiance rendent les matières un petit peu moins discernables, j'ai pas pu m'empêcher d'être un brin déçu, et la déception n'étant que la différence entre la réalité et les attentes. Et bien moi j'osais entretenir l'espoir que la Warner se la joue total Nick Derrington, qui a un costume que je trouve parfait si on parle du premier Batman, et un petit côté rétro mais plutôt réaliste. Et vu qu'on nous dit que ça serait situé pendant l'année 1, maintenant c'est l'année 2, voire l'année 4 à 5, enfin en gros pas pendant les meilleures annuités pour la retraite de Batman, et bien je trouvais ça totalement approprié, d'autant que ça laisse de la place à l'évolution, et je pense qu'on aura droit à plusieurs costumes. Ce qui me fait un peu peur, c'est l'aspect, mais je pense qu'il n'y a que l'aspect armure robotisée du plastron, avec donc le bat symbole qui correspond tout à fait au bat symbole des années 39-40, qui lui sera en métal, puisqu'il s'agirait de la crosse
d'un flingue coupé en deux. Et là ils poussent le concept de la mini-histoire de Kevin Smith dans DC Comics numéro 1000 encore plus loin. Et tant que c'est un flingue sur le torse et pas une Pampers autour de la taille, on le connaît le Kevin Smith. Hein. Je peux pas m'empêcher de penser à tous les cosplayers puisque tout le reste a l'air d'être fait en matériaux plutôt souples, cousus à la main. C'est le cas des épaulières, il y a même un col de cape, hein, là un petit peu à la Sean Murphy dans The White Knight. Une cagoule avec un nez trigonal, il n'y a pas la pointe hein, qui est en plus cousue main, donc ça devrait lui permettre de bouger la tête. Et une mâchoire bien dégagée, il va falloir que Batman maîtrise absolument l'esquive, un petit peu comme Griveaux quand sa femme lui demandait pourquoi est-ce qu'il était en top tendance mais sur YouPorn. Évidemment ça reste un gros teasing, vous avez vu qu'avec moi ça a plutôt bien marché, on n'a pas les oreilles qui jouent absolument sur la physionomie globale du personnage, on n'a pas le reste du costume. Donc en attendant patiemment, je vous laisse spéculer et me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Tiercé de news. On le sait depuis juillet dernier, mais ça semble se confirmer à chaque annonce. DC va réécrire son histoire afin de la simplifier, mais aussi de favoriser une certaine passation de pouvoir entre les anciens héros plutôt légendaires et la relève. Et ça va être un sacré merdier. Ça devait s'appeler 5G et ça devrait rester un nom de code hein, en raison de la similarité avec le nom hein, de cette espèce de réseau de données téléphoniques. Et ça devrait s'appeler Génération 5, Generation 5, et on sait qu'il y aura donc 5 périodes bien définies et chacune d'elles aura droit à un one-shot en format prestige. Ça sera intitulé Generation, hein, je sais, ça vous rappelle sûrement quelque chose. Et donc on aura droit à Génération 1, l'ère des mystères, Génération 2, l'ère des méta-humains, Génération 3, l'ère des crises, Génération 4, l'ère de la renaissance et Génération 5, l'ère de demain. Entre abattage de cloisons et travail d'enduit, ça devrait s'appeler BTP, plus d'ici cette affaire. D'ailleurs, à peine les anniversaires de Wonder Woman, de Robin et du Joker étant passés, DC prépare les 80 ans hein, de Green Lantern avec le traditionnel numéro d'anniversaire qui rassemblera plusieurs créateurs iconiques, Denis O'Neill, Geoff Johns, Mike Grell et plein d'autres hein, pour raconter plusieurs petites histoires des périodes iconiques du personnage. Et on aura droit évidemment à une flopée de variantes cover dont la traditionnelle variante cover en groupe de Nicolas Scott qui est magnifique. Pour les amateurs de rock, de comics et de PEL en ruine, hein, sachez que Marvel se réassocie à Kiss pour produire plein de petits produits dérivés hein, allant des fringues à des petits objets de déco, enfin plein de petites merdouilles dans le genre. Et j'ose espérer un nouveau crossover purement comics comme on avait eu droit à l'époque avec notamment Kiss qui rencontrait Howard the Duck, Spider-Man, Fatalis et même les 4 Fantastiques. Lisez, cette semaine j'ai lu Bitter Roots, hein, donc c'est de David F. Walker, Sanford Green, Rico Renzi et Chuck Brown. C'est l'histoire de toute une famille qui lutte contre des humains qui se changent en monstres, qui essayent donc de les garder humains. Ces humains souvent ils ont en eux, comme c'était une malédiction, une forme de racisme, de haine de l'autre. Elle était puissante hein, puisque ça se passe à l'époque dans les années 20. La famille elle est originaire de Harlem, donc une période magnifique pour tout ce qui est culture noire. Et là, il y a clairement une réappropriation de la culture noire pour en faire tout un élément de folklore nouveau dans ce comics. Hein, la conjuration, le travail des racines. Il y a une forme de lutte acharnée hein, dans ce récit, notamment à travers les dessins, donc à travers le rythme de l'intrigue. Hein, là où dans Hellboy, des fois, ça tabasse beaucoup, mais il y a des moments de pause où on peut respirer. Et bien là, non. Ce qui est appréciable aussi, c'est le travail d'édition derrière chaque bouquin de iComics, hein, notamment celui du lettrage. Donc c'est Black Studio qui font ça. Je sais qu'ils font des lives sur Twitch. Alors je crois que j'ai loupé leur dernier, j'étais pas là, mais en tout cas c'est super intéressant de voir. Ils font des fils Twitter aussi où ils expliquent un petit peu leur travail et ça permet de mettre en lumière ces métiers qui restent un petit peu invisibles. Et puis le fait que ils ont gardé donc tout ce qui est bonus éditoriaux, donc plein d'essais théoriques, un petit peu comme il y avait dans Beach Planet. Et ça c'est toujours intéressant parce que ça permet de contextualiser l'œuvre. Par exemple on a comment il s'appelle, on a John Jennings qui nous explique que il a affiné le terme afrofuturisme qui commence à être un petit peu vieux, et donc là il parle d'ethno-gothique. Certaines citations en exergue comme celle de Zora Neale Hurston qui dit: si vous gardez le silence lorsque vous souffrez, ils vous tueront et diront que vous avez apprécié. Bref, moi je me suis régalé hein, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai reçu l'artbook d'Elsa Chartier, j'avais participé à la campagne donc sur Kickstarter, et c'est marrant puisque
je me dis qu'on voit vraiment beaucoup de l'ADN du créateur dans chaque campagne participative. C'est ce que je m'étais dit pour Bruno Bessadi, ce que je me suis dit aussi pour Elsa Chartier. Sa campagne est tout en délicatesse, c'est absolument plaisant. Hein. On a un petit golden ticket pour ceux qui ont participé à la campagne, qui pourront recevoir un cadeau quand elle sera en convention par exemple. On a une petite enveloppe pour nous remercier. Évidemment il y a l'artbook, un volume 1, donc ça veut dire qu'il y en aura sûrement un deuxième, un clin d'œil, et puis bon alors November n'est pas vendu avec, mais clairement pourquoi j'ai participé à la campagne, c'est pour cette édition commentée de November qui nous donne une espèce de fenêtre sur l'esprit créatif donc d'Elsa Chartier pendant qu'elle faisait le comics. Ça c'est toujours intéressant. November n'est pas vendu avec, hein, on en reparle la semaine prochaine, mais j'étais absolument content. Je voulais vous montrer tous ces petits goodies. C'est toujours un petit trésor qui arrive quand il y a une campagne à laquelle on a participé il y a un petit moment qui débarque. Un immense merci au salon Les Bulles s'éclatent et à tous ceux qui sont venus nous voir à Saint-Genis-Pouilly. On s'est régalé avec Bruno, on était en bonne compagnie. Il y avait Xavier de Scars, il y avait les poteaux d'Overkiller aussi. J'ai fait la connaissance de l'égyptologue qui tient, Amandine Marshall, qui tient la chaîne Tout en Tube. Ça a l'air vraiment cool. C'était 3 jours intenses avec donc 6 heures en école hein, pour faire des ateliers de prévention contre le harcèlement scolaire. Et puis bon, le festival où on s'est bien régalé, ça a cartonné. Je remercie donc Fred de la librairie Les Arts Frontières d'avoir sponsorisé donc ce print divisé en 9 cartes qui était disséminé aux 4 coins du festival sur les stands des amis, avec Xavier qui avait Hobbes, hein, et ce n'est pas Tigrou. Apprenez à vos enfants les bases, ce n'est pas Tigrou, c'est Hobbes. C'était très marrant, il y avait des enfants qui me connaissaient absolument pas et qui venaient nous réclamer des cartes et c'était très rigolo. Un immense merci à Anthony, hein, et si on dit que les marins ont un homme dans chaque port, et bien moi j'ai un libraire dans chaque ville, hein, et à Bellegarde, à Saint-Genis et à Ferney, c'est clairement Anthony, Les Arts Frontières. N'hésitez pas à aller le voir, il vous conseillera probablement Watchmen, Transmétropolitane parce que j'ai mis dans la tête, et plein d'autres bons tuyaux. Le prochain salon ce sera la CNew à Épinal où je ferai un quiz et une conférence sur Batman. Ce sera le 29 février, le 1er mars. Le colloque malheureusement sur l'âge moderne des comics à Nancy est annulé hein, pour faute de financement, de petits problèmes qui sont indépendants de l'organisation à laquelle je renouvelle ma confiance, et je reviendrai sur votre prochain colloque avec grand plaisir. Je dis ça à Siegfried Wörth et à tous ceux qui l'organisaient avec lui. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus, qui commentent, qui partagent, qui tweetent, qui retweetent, qui Facebook, qui Instagram. Merci beaucoup, il y a beaucoup de nouveaux abonnés, c'est aussi en partie grâce à vous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et même sur le Discord, hein, vous pouvez venir papoter avec plaisir. C'est là aussi que vous pouvez me laisser vos petits messages pour le bando, El Bando del Pueblo, ça c'est tous les mardis que je les recueille. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et on a parlé de moi dans le journal, alors rien à voir avec le concert néo-nazi, hein, j'ai pas chanté, promis. Paf, le youtubeur, le commis des comics présent, hein, le jeune barbu fort sympathique, c'est pas dans le point qu'on aurait lu ça, hein, qui compte 30 000 abonnés, 31 000, hein, les journalistes. Spider Jérusalem ne serait pas trompé. Et alors ma phrase préférée, hein, il est tombé depuis tout petit dans la marmite avec Picsou, Mickey, j'ai jamais aimé Mickey, hein, il habite Marseille, nanana. Il aime Bessadi, Alan Moore et Donny Cates, comme si on n'avait pas besoin de dire le prénom de Bruno. Par contre, on a besoin de dire celui d'Alan Moore et de Donny Cates. En tout cas, merci au Dauphiné libéré, hein, c'était bien sympathique cet échange.